Bonjour, alors moi j'hésite à dire merci Antoine parce que c'est toujours la difficulté d'intervenir en dernier intervenant et surtout après un avocat, c'est qu'il n'y a plus grand chose à dire, mais je vais quand même essayer d'apporter ma contribution à cette riche journée. Peut-être peut-on afficher le premier slide ou la première slide. Voilà. Donc très rapidement, puisqu'on le sait, de mon point de vue en tout cas, parce que la typologie peut être effectivement très variée et on peut en adopter plusieurs, mais disons que si l'on part des trois formes principales d'expertise en droit français, donc l'expert d'une partie et l'expert judiciaire, je pense qu'il faut aussi ajouter au milieu de ces deux formes d'expertise l'expert des deux parties, qui sont souvent d'ailleurs, qui font souvent l'objet d'une clause selon laquelle le rapport ou les conclusions du rapport s'imposent aux parties, hein, donc ça on va y revenir. Eh bien, on peut déceler dans ces trois formes principales un point commun, qui est celui précisément de l'objet de la séance de cet après-midi, c'est-à-dire des garanties d'indépendance, d'impartialité et d'objectivité. Mais, et je pense que ça, c'est un vrai point de distinction, comme on va le voir, et qui pose des difficultés, avec application ou non du principe du contradictoire. Donc, on voit qu'effectivement, dans l'expertise d'une partie, en principe, il n'y a pas de principe du contradictoire. Il y en a dans l'expert judiciaire, et de manière très étendue. Par principe du contradictoire, il faut entendre, j'allais dire, le droit au procès équitable, le traitement égal des parties. Je ne rentre pas dans toutes les implications de ce principe, mais c'est quand même très important. Fort de cette distinction, je dirais qu'il y a quand même encore, et si on peut passer au slide suivant, des problèmes quand même de délimitation entre ces formes d'expertise dont je voudrais illustrer. S'agissant de l'expert d'une partie, et malgré ce que dit Antoine et que je partage dans la plus grande part, il me semble quand même que de temps à autre, il reste encore un peu des situations qui sont un peu floues. Alors certes, la CNCJE notamment a rappeler les devoirs d'impartialité, indépendance et objectivité. Je pense que ça vaut la peine que je lise 3 lignes simplement du vade-mecum déontologique de la dernière version donc, de la CNCJE. Donc, s'agissant des consultations privées de l'expert inscrit sur une liste, donc l'expert de justice qui intervient à titre privé, l'expert intervenant comme consultant technique à titre privé doit faire en sorte qu'aucune ambiguïté n'existe sur le fait que son avis ne constitue pas une expertise de justice. N'étant pas désigné par le juge et ne menant pas ses travaux de façon contradictoire, il doit présenter cependant les mêmes garanties d'objectivité et d'impartialité que l'expert de justice. C'est quand même un petit peu compliqué, je trouve, de lier ces deux propositions. Il doit de façon générale avoir la même relation avec la vérité que s'il était nommé par une juridiction. Il ne peut mentir, fût-ce par omission. Il ne peut faire le tri entre les pièces dont il a eu connaissance et dont il doit établir et communiquer un bordereau complet. Or, ça, ce sont les principes, ce sont les règles, et parfois, on arrive quand même à des situations qui ne sont pas aussi nettes que cela. Tout d'abord, en pratique, nous avons relevé que certaines consultations ou avis s'intitulaient rapports. Alors, est-ce que, justement, est-ce qu'il est conforme à ces règles d'impartialité et d'objectivité de rendre une consultation et un avis tout en l'intitulant rapport ou même rapport d'expert qui donne véritablement une connotation pour le lecteur, pour les parties au procès, pour les parties à la procédure, l'idée que ce serait un rapport de justice, précisément un rapport d'expertise de justice. Donc ça, c'est quand même un sujet de forme, mais qui a quand même une certaine importance. Mais surtout, l'expert de partie, a priori, ne consulte pas et n'entend pas l'autre partie ni ses conseils. Il y a des phrases qu'on retrouve dans certains avis, justement, du type « Nous n'avons rencontré ni la partie adverse, ni ses conseils ».
En tant qu'avocat, moi, ça me pose quand même une difficulté, puisque dans ces conditions, à la limite, la qualité d'indépendance, pourquoi pas, mais celle d'objectivité et d'impartialité, je pense que ça peut poser une vraie difficulté. Donc je me demande quand même, je ne dis pas que tous les rapports d'experts de parti sont critiquables sous l'angle de l'objectivité et de l'impartialité, mais je me demande si l'on n'assigne pas à ces rapports de parti ou à ces avis de parti des exigences en termes de garantie qui n'est pas compatible justement avec le fait qu'il soit expert de parti. Et je me demande s'il n'y aurait pas lieu de réviser un tout petit peu à la baisse, j'allais dire, ces garanties que l'on recherche, parce que je ne suis pas sûr qu'elles puissent être atteintes. Alors je veux bien que l'objectif soit l'objectivité éventuellement, mais les garanties d'objectivité comme un expert en justice, je ne crois pas que ce soit véritablement sérieux. Surtout, encore une fois, lorsque l'expert ne rencontre pas ni la partie adverse ni ses conseils, je me demande vraiment comment on peut faire pour être objectif et impartial dans ces conditions. Ensuite, il y a tout un sujet sur les pièces consultées par l'expert qui a été abordé par Antoine, donc je vais aller assez vite, mais certes, donc alors parfois l'expert se réfère dans ce rapport évidemment aux pièces de la procédure qui ont été échangées dans la procédure. L'expert intervenant en cours de procédure, il prend connaissance du dossier, des pièces échangées, tout ça, pas de problème. Mais s'agissant des pièces de la partie qui a désigné l'expert, nous rencontrons parfois des situations qui sont quand même délicates. Je cite là encore un rapport parmi d'autres. Nous avons obtenu plusieurs documents de la partie qui nous a désignés, dont les 12 qui sont annexés au rapport. Mais alors, quid des autres documents qui ont été désignés, qui ont été donnés par la partie désignée? Ça, c'est un vrai sujet, de mon point de vue d'avocat, encore une fois, qui mériterait peut-être d'être un petit peu étudié. Alors, je sais qu'en principe, c'est ce que dit la CNCJE, les pièces, il n'y a pas de tri des pièces, et les pièces qui sont consultées par l'expert de partie sont annexées au rapport, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est de nature, effectivement, à décrédibiliser une partie de ces travaux qui peuvent être très bons au demeurant. En d'autres termes, sur cette partie-là, je crois que véritablement, et là, on va tous se rejoindre, et je crois que c'est l'effort et la volonté, en réalité, de tous ceux qui s'intéressent à ces questions. Moi, je pense qu'il faut vraiment que la consultation ou l'avis doit clairement indiquer sa portée et ses limites. Je ne crois pas, enfin, je suis d'accord avec Antoine, je pense que c'est une question de crédibilité, de sérieux. Il faut qu'il y ait un travail sans doute de l'avocat, mais il faut véritablement que s'il y a des limites dans l'avis qui est donné, eh bien, il faut qu'elles soient indiquées clairement. Il ne faut pas essayer en quelque sorte de donner une apparence d'un rapport objectif s'il ne l'est pas réellement, ou impartial s'il ne l'est pas réellement. Je pense qu'il faut être plus modeste, je crois, et que ça va dans le sens justement du sérieux de ce rapport. Donc, nous passons au slide suivant. L'expert de deux parties. Là, il y a un point quand même qui est assez... que j'ai personnellement découvert assez récemment, puisque, de mon point de vue en tout cas, j'avais à l'esprit que lorsqu'une clause d'expertise amiable est prévue dans un contrat par deux ou plusieurs parties, eh bien, en général, on prévoit que le rapport s'impose aux parties. L'idée, c'est véritablement d'aller plus vite que l'expertise judiciaire. L'idée, c'est de faire en sorte que dans certains cas de figure, par exemple post-acquisition, c'est vrai que pour évaluer un certain nombre de postes permettant de mettre en jeu la garantie de passif, il n'y a peut-être pas besoin de faire une expertise lourde judiciaire. Mais cette clause a certaines limites, je dois l'admettre. Alors, d'une part, bon, il y a celle légale que vous connaissez tous de l'article 1843-4 du Code civil. Lorsqu'il y a contestation, il est possible de désigner un expert judiciaire donc, pour fixer les conditions de prix de cession ou de rachat par la société des droits sociaux d'un associé. Alors, dans cette situation, je n'ai pas d'exemple de jurisprudence en tête, peut-être qu'il n'en existe pas, mais que se passe-t-il si
si cette demande de désignation d'un expert judiciaire, est-ce qu'elle est recevable si elle est précédée par une expertise amiable faisant l'objet d'une clause contractuelle dans un contrat. Je ne le sais pas, mais j'aurais tendance à penser que oui. Pourquoi ? Parce que dans d'autres domaines, et c'est la jurisprudence qui est citée à la fin de ce slide, nous voyons qu'effectivement plusieurs TGI et aussi la Cour d'appel ont admis cette possibilité. Je vous cite simplement une ordonnance donc, de référé assez récente du tribunal de commerce de Paris qui est intéressante. Les conclusions de l'expert amiable, donc, ayant pour conséquence la responsabilité financière des demanderesses, c'est à bon droit que celles-ci réclament que soient contradictoirement vérifiés les fondements techniques de l'analyse critiquée, peu importe que l'expert atteste du respect des conditions contractuelles et de la méthodologie, les demanderesses apportant un faisceau d'indices suffisant pour légitimer leur action. En d'autres termes, cette jurisprudence a l'air de dire que même en cas de rapport d'experts amiables faisant l'objet d'une clause et faisant l'objet donc même d'une clause précisant que le rapport s'impose aux parties, il y a toujours la possibilité, dans certaines circonstances, de demander que cette expertise puisse faire l'objet d'un contrôle, en quelque sorte, voire d'être refaite en réalité par un expert judiciaire. Donc ça, c'est peut-être quand même une certaine faiblesse aussi dans notre système. Alors, par rapport à tous ces sujets, oui, voilà. Nous pouvons passer au dernier slide qui a pour objet justement de rapidement présenter un certain nombre de solutions et d'avantages que procure la procédure d'expertise devant les chambres commerciales internationales du tribunal de commerce et de la Cour d'appel de Paris. Je ne reviens pas sur ces chambres que vous connaissez tous et qui sont de création relativement récente, hein, mais qui connaissent un développement très important et qui s'adressent précisément aux litiges dits internationaux et qui ont pour objet de faire en sorte que la place de Paris soit attractive pour justement les litiges internationaux en proposant aux parties une très grande flexibilité dans la définition des règles de procédure qui s'appliquent. Donc en permettant véritablement de faire un véritable contrat de procédure et au bout du compte de faire une sorte de prendre un peu les bons points dans la procédure, j'allais dire, d'inspiration plutôt anglaise ou américaine, et puis ceux dans les procédures continentales, et de faire en sorte qu'il y ait un mélange qui soit vertueux. Alors, s'agissant des experts, il y a un mérite, je trouve, dans les dispositions qui sont prévues dans les protocoles, hein, et puis aussi dans un guide pratique de procédure qui a été publié récemment, donc en novembre 2021, c'est qu'il y a une claire distinction entre les experts des parties et les experts judiciairement désignés. Donc ça répond, j'allais dire, à la situation de flou que nous pouvons rencontrer, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce n'est pas systématique, hein, mais que nous pouvons rencontrer de temps à autre devant les tribunaux judiciaires, devant les chambres, disons, non internationales. Il y a ensuite, s'agissant des experts de parties, on a toujours ce problème qui a été soulevé à plusieurs reprises au cours des débats de ce matin et encore cet après-midi. Que se passe-t-il lorsque les rapports qui sont présentés par chacune des parties sont divergents ? Comment fait-on pour que le juge s'y retrouve en quelque sorte et tranche, le cas échéant, entre les conclusions de ces deux rapports ? Alors, il y a une initiative qui est prévue dans le guide pratique de la procédure dans les chambres commerciales internationales, qui est celle de proposer aux deux experts de rédiger un document commun résumant les points d'accord et de divergence par les deux experts eux-mêmes ou par un expert judiciairement désigné. Bon, je n'ai pas de connaissance d'application pratique hein, de cette formule. Je ne sais pas si dans la salle vous l'avez eu. Personnellement, je suis assez sceptique. Je ne suis pas du tout certain que ce soit
gagner du temps ou essayer de gagner du temps pour essayer de résumer des points d'accord et de divergence. Je me demande si ça fait vraiment avancer les choses. Alors peut-être un expert judiciairement désigné pourrait le faire, mais sinon ça me paraît quand même assez compliqué. La principale avancée, en quelque sorte, le principal apport de ces procédures devant les chambres commerciales internationales, c'est l'audition des experts. Alors l'audition des experts, on en a déjà parlé. C'est tout à fait prévu par le Code de procédure civile depuis belle lurette, comme un tas d'ailleurs d'autres règles d'administration de la preuve, mais c'est jamais utilisé. Ce sont les articles 245 et 283 du Code de procédure civile, très très peu utilisés. Eh bien, là, il y a une très très forte incitation, voire une obligation de procéder à l'audition des experts. Soit ils sont judiciairement désignés et leur audition est automatique à la demande des parties ou même d'office par les juges, soit ce sont des experts de partie et les juges apprécient l'opportunité ou non de les entendre. Et s'agissant des modes d'audition, eh bien, ce sont les règles applicables aux témoins. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas tout à fait l'examination et la cross-examination, mais pas loin. En tout cas, le résultat est assez voisin. Donc, nous voyons qu'à travers cette tentative, en quelque sorte, de synthèse des avantages des différents systèmes en matière de procédure d'expertise, qui est faite devant les chambres commerciales internationales, nous voyons qu'avec cette solution d'audition des experts qui est beaucoup plus systématique, beaucoup plus renforcée, précisément une application du principe du contradictoire qui est quand même indispensable à un moment ou à un autre pour permettre que les parties aient le sentiment d'avoir été défendues, le sentiment d'avoir pu s'exprimer et la possibilité, par conséquent, de mieux accepter la décision de justice à venir, parce que forcément, c'est ça l'enjeu qui est attaché à tous ces sujets. Voilà.